Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 9e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 2 février 2021, je m'assure de dire le 2021 comme faut parce que la semaine passée, j'ai dit 2011. On a fait un petit retour en arrière, mais aujourd'hui, 2 février 2021. Comment ça va Tristan? Es-tu en forme? Ça va très bien, toi. Je suis en pleine forme. Je vais Ouais. dire la grosse forme, mais je suis en pleine forme. Toi? Bon. Ouais, ça va super bien. Aujourd'hui, il y a une grosse tempête dehors, donc je regarde ça de la fenêtre, puis je me dis que je suis bien content d'être en dedans à siroter mon petit martini. Le Blue Monday t'a pas trop affecté? Ah, non, j'ai pas vu passer ça, mais j'ai... Hey, c'est vrai, j'ai reçu ma chaise! Oh! Ça, Fait que c'est... Ouais, ça c'est une grosse nouvelle en fait, parce que depuis le début, ceux qui nous suivent, je pense qu'à tous les épisodes, je suis assis sur une balloune parce que j'ai mal dans le dos, puis je me suis commandé une chaise ergonomique avant Noël, dans le fond, que j'ai finalement reçue jeudi dernier. Donc là, depuis vendredi que je laissais, puis je suis assis dessus en ce moment, sérieusement, c'est le bonheur. Ça valait l'attente. Ça valait l'attente, puis dans le fond, aujourd'hui, on n'a pas d'invité, ça va être juste moi et toi, mais tu connais quelqu'un qui travaille pour Humanscale, la compagnie de chaises que j'ai acheté, puis il va venir, je pense, dans 2 épisodes, là, nous en parler. Ouais, exact. Parler un petit Simon, peu Simon, il va être avec nous autres le 16 février prochain. Parfait, ça. On va pouvoir parler de ta chaise, mais on va pouvoir parler aussi un peu de son travail, puis qu'est-ce qu'il fait. Puis comment ça va être intéressant, je pense, de voir avec lui, parce que essentiellement, ce qu'il fait, c'est travailler avec des entreprises pour les meubler, là, pour les équiper en mobilier de bureau, en chaises, mais en plein d'autres choses aussi. Puis ça va être intéressant de voir comment ça s'est passé pour lui depuis les 10 derniers mois, là, depuis la pandémie. Là. Certainement. Fait que non, ça va être bon ça. 16 février, t'as dit, parfait. Mettez ça à votre agenda si vous voulez en savoir un petit peu plus. Là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont pigistes ou travailleurs autonomes, puis qui se demandent souvent quel genre de chaise acheter. Donc, il y a 2 modèles qui reviennent souvent. Là. Il y a celui-là, puis il y a les chaises Hernan Miller. Mais en tout cas, vous allez entendre plus parler de Humanscale dans cet épisode-là. Puis peut-être ça va éclairer votre choix. Donc, 16 février. Parce Mais que aujourd'hui. sinon, je voulais juste dire, sinon, les gens sont assis sur des ballons. Tu peux-tu juste clarifier, c'est quoi la balloune que tu parles, au fait? Ah, c'est pas une balloune de fête, là. C'est, tu sais, là, les gros ballons, les grosses ballons dans les gyms, là, pour faire les abdos, ces choses-là. Ouais. Ben, en s'assoyant là-dessus, c'est quand même cool, par exemple, je la garde quand même parce que tu peux t'asseoir dessus puis comme rouler un peu. Fait que ça te permet d'avoir, tu sais, garder le dos droit parce que il n'y a pas de soutien dans le dos comme tel. Tu peux faire des étirements puis tout ce genre de choses-là. C'est quand même Je pense que c'est bon pour les stabilisateurs aussi, en plus, ça se peut. Ouais, exact. Pour avoir des abdos, tu dois avoir des abdos en acier depuis le temps que tu étais assis sur ta balloune. C'est fou. Les abdos sont bien cachés. Good. Fait que, changement de sujet, on parlera plus de mes abdos, on va parler de ton martini aujourd'hui. Je pense que t'aimerais ça spécial. Ouais, on parlera pas de mes abdos non plus parce que c'est un sujet qui est décevant d'un bout à l'autre. Hein. Il n'y a pas de punch. Mais mais oui, martini aujourd'hui, je poursuis sur ma lancée avec les gins québécois. Écoute, j'ai pas changé la recette comme telle, là, tout le temps un bon vieux vermouth blanc avec du jus d'olive. Mais le gin que j'utilise aujourd'hui, écoute, c'est un achat que j'ai fait quand je suis allé aux îles de la Madeleine l'été dernier. C'était la première fois que j'allais là. Puis vraiment intéressant, il y a un verger sur l'île qui s'appelle le verger Pomélois. Vraiment écœurant, là. Puis leur produit signature, en fait, c'est un peu un genre de poire William, mais avec une pomme. Fait que ça, c'est vraiment leur alcool là, unique. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc, les pommes poussent dans des bouteilles en verre, puis ils versent une eau de vie là-dedans.
Et c'est vraiment très bon, mais aussi, ils font leur propre gin. Et, Une chance parce que pour William, je pense que c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai bu de ma vie. Ah, pour vrai, hey, moi j'adore ça. Quel bon digestif. Je J'ai acheté l'alcool aux pommes en passant, là, mais c'est pas avec ça que j'ai fait mon martini, là, clairement. J'espère. Non, mais c'est ça, fait qu'ils font leur propre gin, ils ont des alambics qui sont équipés, vraiment très cool. Et le gin s'appelle le gin Adam. Donc, c'est le gin que j'ai utilisé aujourd'hui, encore un produit fièrement québécois. Vraiment hâte de retourner là. J'y retourne encore cet été aux Îles-de-la-Madeleine, vraiment tombé en amour avec l'endroit. Est-ce qu'ils le vendent juste là-bas ou tu peux le Oui, trouver à Saint? non, Ouais. pour l'instant, ils vendent juste là-bas, mais sont en train de faire toutes les démarches là, pour se retrouver et être approuvés à la SAQ. Donc, ça devrait être chose faite bientôt. Fait que voilà, aujourd'hui, ma petite twist martini, c'était seulement l'utilisation de ce gin-là. Il est très bon, herbacé aussi. C'est un peu moins herbacé que la semaine dernière, là, vraiment de botaniste. Là, c'était un party en bouche d'herbe style médicinal. Là. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de vraiment plus classique, mais très bon, mélangé avec de la glace, jamais shaké. Donc voilà pour ma recette cette semaine. Good. Moi, j'ai pas de recette, là. C'est parce que ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas une aussi grosse collection de gin que toi. Moi, je suis revenu sur le Tundra parce qu'il était excellent. Puis, avec mon vermouth Noilly Prat, puis mes olives mes olives encore de classe moyenne. J'ai 2 pots, fait qu'il faut que je les finisse, là, avant d'ouvrir les autres. Mais, ah oui, parlant d'olives, j'ai un de mes chums qui m'a parlé des olives du Costco. Je me souviens plus de la marque, faudrait que je la retrouve, là, mais ça a l'air qu'elles sont vraiment délicieuses pour faire les martinis. Ils sont comme grosses, puis ils sont pas dans l'huile, là, c'est dans de la saumure. Sont-ils comme grosses vertes foncées un peu, là? Je sais pas, faudrait que je regarde, faudrait que je retrouve la photo, là, il m'avait envoyé, Okay. je redemanderai, là, mais ah, c'est ça, Colin. Excuse-moi, là, hier, mes parents sont allés au Costco parce que j'ai pas ma carte, puis ils m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose, j'aurais dû dire des olives. C'est vraiment une tranche de vie extraordinaire de partager là, c'était écœurant. Parce que sinon, mais c'est important parce qu'on va avoir besoin de ces olives-là pour tes prochaines recettes de martini, donc c'est une tranche de vie vraiment pertinente à partager. C'est ça. Tu veux prendre 2 minutes pour les appeler pendant qu'on enregistre? Puis, non, ils sont déjà allés trop tard. Là. En tout cas. Voilà, prochaine fois, il y a souvent du monde qui se propose pour aller au Costco et nous demande si on a besoin de quelque chose. Il faudrait peut-être qu'on prenne notre carte de membre éventuellement. On pourrait engager quelqu'un pour y aller. Tu dis engagé? Oui, j'ai dit engagé. J'ai trouvé une façon de faire un pont. Ouais, hey, j'ai eu un éclair de génie parce qu'à 30 secondes de commencer l'enregistrement, on savait toujours pas comment on allait introduire notre sujet du jour. Donc, je suis vraiment très fier d'avoir trouvé cette idée-là. Merveilleux. Vous allez avoir deviné qu'aujourd'hui, on va parler d'embauche. Dans le fond de l'embauche sous toutes ses formes, on va aussi parler de la réalité entre soi embauché ou sous-traité pour certaines tâches, etc. Donc, ça va être ça notre sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant parce que je suis moi-même dans ce dilemme-là, à savoir est-ce que j'embauche ou je sous-traite des choses. Donc, ça va être aussi une thérapie pour moi. Puis c'est ça. Fait que, puis je suis sûr qu'il y en a pas mal aussi qui vont plus en situation d'employeur comme tel ou dans une situation où est-ce qu'ils sont pigistes comme tel, puis qui sont rendus un peu à la croisée des chemins. Ça va peut-être les orienter un petit peu. Donc, super bon sujet aujourd'hui. Exact. Puis écoute, la première question qui me vient à l'esprit, c'est tu te souviens-tu la première fois que tu as été embauché? La première fois que tu as été embauché? Ben, dans une vraie job ou oui, dans une vraie job. Ben là, ça dépend. Là, ben là, gazon, ouais. Tu veux dire, genre, passer d'une maison à l'autre et dire bonjour, 5$, je fais votre gazon? Ouais, non, moi, c'était plus 20$. Oh! Ouais, t'es dans un... non, première vraie job, j'ai travaillé chez Saint-Hubert Barbecue. OK. Comme plongeur à 6,95$. C'était ça le salaire minimum à ce moment-là. Aïe, hein? Ouais, on se souvient, ça fait quelques années. Moi aussi, je me souviens, 6,90$, le premier salaire que j'ai eu. Hein? Et là là. Ouais, fait que non, ça a trahi notre âge, mais c'est ça. Ouais, ok. Il est rendu à combien aujourd'hui, le salaire minimum? Genre... Écoute, je pense que c'est 13,10$ que j'ai eu la semaine dernière. Ouais, fait que ça l'a comme doublé et demi, ou genre doublé là, à peu près, là. Depuis notre premier emploi. Puis sinon, c'est ça, cette première embauche-là, tu te souviens-tu de l'entrevue d'embauche? Hey boy, ça fait longtemps quand même, je me souviens pas vraiment, mais tu sais, on s'entend que c'était pas une job, j'avais pas besoin de très grande qualification pour laver de la vaisselle sale au Saint-Hubert, là. Non.
c'était genre, tu sais, t'es-tu à l'heure, puis... T'as-tu deux mains? Comment? T'as-tu deux mains puis deux jambes, t'es capable d'être C'est ça. debout puis laver des choses? C'est ça. Fait que ça a été pas mal ça. Sinon, tu sais, c'était le bon vieux temps dans ce temps-là où est-ce que tu allais porter des CV à mi-temps. Là, Oui! LinkedIn n'existait pas, puis il y avait pas de site web vraiment pour tu sais, envoyer ton CV en ligne. Fait que tu allais porter, tu faisais du porte-à-porte. Là, même affaire pour les... je sais pas si tu as déjà travaillé dans un centre d'achat. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de boutiques au promenade Saint-Bruno. Dans ce temps-là, tu partais avec une pile de CV, puis tu rentrais dans les magasins, parlais au gérant, puis donnais un CV, puis t'espérais qu'il te rappelle. Ce qui est fou, en fait, la grosse différence avec cette époque-là, tu sais, c'est dans le temps, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre comme il y en avait aujourd'hui. Fait que l'importance de ton, tu sais, de la première impression, puis de parler au gérant, puis de remettre le CV en main propre, puis de bien se présenter, d'être propre, c'était vraiment plus important. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, puis on l'entend les histoires, là, tu vas porter un CV, puis t'es quasiment engagé sur le champ sans même avoir dit un mot, là. Tu pourrais être muet, en fait, les gens ne le sauraient pas, mais tu serais engagé parce que t'es allé porter ton CV, là. Dans une compagnie aujourd'hui, tu parles? Oui, absolument. Je sais pas, moi j'ai pas, j'engage pas, mais tu sais, tu dis l'importance de comment tu paraissais à ce moment-là, quand tu allais porter ton CV en main propre. Oui, je suis d'accord avec ça, mais tu sais, aujourd'hui, c'est sûr, tu sais, plus personne fait ça, là, aller porter un CV en main propre, à part peut-être justement des étudiants qui veulent aller travailler dans la petite boutique du coin ou ce genre de choses-là, mais tu sais, rendu plus à un niveau professionnel, tu sais, tu rentres pas dans la compagnie pour aller porter ton CV, là, c'est plutôt rare. Oui, Fait que oui. ton apparence soignée, mettons, elle se passe plus sur, exemple, les médias sociaux, ton profil LinkedIn. Tu sais, c'est sûr que quand tu engages quelqu'un aujourd'hui, tu sais, ta vie privée est étalée sur toutes les médias sociaux. Fait que c'est sûr que moi, si quelqu'un m'envoie un CV, c'est sûr que je vais faire le tour de ces plateformes pour aller voir un peu c'est quel genre de personne. Tu sais, Tu vas aller les stalker, là, en bon je vais aller français. stalker carrément. Ben, je veux dire, c'est la manière de. Tu peux appeler aussi les anciens employeurs pour avoir des références, mais c'est sûr que si tu vas sur une page Facebook puis que tu vois que la personne tu sais, est tout le temps sur le party puis que tu sais, c'est pas trop sérieux ses affaires, tu sais, ça te donne un peu un indice du type de personne. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention Ouais. à ce qu'on dégage comme image numérique, si tu veux. Ouais, en fait, c'est ça. Ça a vraiment beaucoup évolué, la façon de travailler. Moi, je me souviens, mon premier emploi, puis la première entrevue d'embauche que j'ai eue, c'est pour travailler dans un dépanneur Petro-Canada. Oh! Ouais, un dépanneur 24 heures, mais tu sais, j'étais au secondaire, là, donc c'était pour un emploi à temps partiel, de soir la semaine et de fin de semaine. Puis le souvenir que j'en ai, c'est que je shakeais puis j'avais chaud comme si ma vie en dépendait, là, pendant l'entrevue. Hein. Écoute, c'était terrible. Hein. Je voulais tellement avoir ma première job, ma première vraie job, c'est pas justement des petites job-in ou travailler pour tes parents ou des affaires comme ça. Là. Puis, Ta première vraie job, c'était d'aller pompiste au... pas de jugement. Là. ah non, mais écoute, Pompis, ça a été après ça. Parce que vraiment, au début, c'était dans un Petro-Canada, mais c'était un dépanneur. C'était à Montréal. Là. C'était pas sur la OK. rive sud. Je sais à quoi tu fais référence, oui. Plus tard dans ma vie, j'ai été Pompis. Donc, c'est une autre catégorie. Mais ouais, non, ma première entrevue, j'avais, je pense, 15-16 ans. Je me souviens pas dans ce temps-là. Je pense qu'à 15 ans, on pouvait commencer à travailler. Ouais, je Puis, pense que j'ai commencé à cet âge-là, moi. J'avais 15-16 ans, moi aussi, au Saint-Hubert. ouais, puis genre, à 15 ans, je pense que tes parents fallait qu'ils signent quelque chose comme ça. Là. J'ai un vague Non, moi, souvenir. pas à ce moment-là. OK. En tout cas, Maintenant, oui. Aujourd'hui, oui, mais pas... aujourd'hui, oui, parce que moi, j'ai un client qui est une épicerie, puis quand il engage, justement, il y avait quelqu'un qui avait envoyé son CV, puis justement, je pense que la fille, elle avait 15 ans ou 16 ans, puis je leur avais demandé, ah ouais, je savais pas qu'elle avait le droit de travailler à cet âge-là. Elle dit, ouais, il faut que les parents signent un papier, là, puis c'est Ah ouais, correct. ok, fait qu'une genre de décharge ou quelque chose là, Ouais, pour endosser ça. Ah, tu vois, c'est ça. ça a changé ça aussi. Mais ouais, fait que je me souviens juste, c'est ça. J'étais ultra stressé, j'avais chaud, j'étais tout en sueur, comme si ma vie en dépendait. Puis tu sais, c'était vraiment une opération charme, là. C'était genre, c'était comme j'ai l'impression que c'était un peu comme du speed dating, là. Tu sais, tu te faisais poser des questions, puis tu répondais tellement des belles choses pour être sûr que ça fonctionne, puis que tu sois embauché, là. Et merde. Les C'était. questions n'ont pas vraiment évolué. Moi, je trouve, tu sais, parce que j'en ai eu pas mal j'en ai passé pas mal des entrevues, tu sais, que ce soit pour des jobs étudiantes ou plus professionnels après mes études. Puis les bonnes vieilles questions, genre c'est quoi tes points forts, puis c'est quoi tes points faibles, ça revient pas mal tout le temps. C'est quoi ton plus grand défaut, hey man?
Ça, c'est la bonne définition. Ah ouais, hey. Je l'ai tellement entendu déjà, ça, en entrevue, là, quelqu'un le dire, puis ça m'avait fait tellement rire, là. Tu sais, je pense que la pire affaire que tu peux changé, parce qu'à un moment donné, moi, je me rappelle, c'était, me semble, mais dans le temps de nos parents, c'était comme bien vu de dire, tu sais, c'était comme la manière de contourner, tu sais, tu disais que t'étais perfectionniste comme point négatif, tu scorais des points, sauf que là, je pense qu'avec le temps, ils ont comme, il y a pas juste, mettons, mes parents qui ont passé le mot à leurs enfants de dire ça, tu sais, fait que d'après moi, ça s'est comme répandu de dire qu'elle est perfectionniste, fait que moi, j'ai changé, j'ai dit que j'étais mauvais perdant dans mes dernières entrevues. Ah ouais, fait que ça, c'était ça. Fait, en fait, c'était ma prochaine question. C'est quoi ton pire défaut, Marc-Antoine? Donc, c'est mauvais perdant? Mauvais perdant, puis okay. Ça passe bien parce que je suis mauvais perdant, parce que dans le fond, si j'ai un échec ou quelque chose, je l'accepte pas, puis je vais tout faire pour m'améliorer. T'as-tu vu? Je retourne en point positif mon côté négatif. On a chacun nos trucs. Moi, c'est impatient. Mais on s'entend que c'est du vent, là, cette question-là. C'est quoi tes plus grosses qualités pis tout ça. Sérieux, là. Ouais, puis en fait, ton pire défaut, je pense que ça dépend aussi du milieu de travail où est-ce que tu vas être ou du type de travail que tu vas faire. Ton défaut va ressurgir ou va faire surface, en fait, au fur et à mesure que tu vas travailler selon le travail que tu fais. Tu vas pas, je pense pas que c'est le même défaut qui va ressortir si tu travailles dans un bureau entre 4 murs de 9 à 5 que si tu travailles à l'extérieur en paysagement. C'est pas les mêmes les mêmes critères, les mêmes demandes au niveau du travail. Il y en a un c'est plus physique, l'autre c'est plus cérébral. Fait que des défauts. Je me demande, mettons, dans un processus d'embauche, là. Puis peut-être que tu peux me le dire parce que t'as probablement déjà engagé du monde, pas moi. Là. Mettons, tu rencontres, je sais pas moi, une dizaine de candidats, puis tu sais, les ressources humaines posent toutes les mêmes questions parce qu'ils ont comme des spreadsheets de questions à poser, puis ils suivent le template, puis tout. Comment tu ranks les défauts du monde, genre? Tu sais, comme mettons, j'imagine qu'il doit y avoir des questions qui valent plus que d'autres, là, puis qu'ils se font une décision sur l'ensemble des réponses, mais cette question-là, comment qu'elle rank dans le... Tu sais, qu'est-ce que... Comment je pourrais dire? Quel défaut est pire qu'un autre, mettons, tu sais? Je sais pas, mais j'ai l'impression, je peux me tromper, mais que c'est quasiment plus sur l'honnêteté dans cette réponse-là que ça va être noté plus que la réponse en tant que telle. Ouais, je pense que t'as peut-être raison là-dessus, effectivement. Tu sais, quelqu'un qui va dire « Ah, je suis trop perfectionniste, comme tu as dit tantôt. » Peut-être sur l'originalité aussi. Hey, ouais, c'est ça. Tu sais, si t'es le 12e à le dire, clairement, ils vont faire « Ouais, je pense qu'on a une couple d'hypocrites ici là, qui sont passés en entrevue. » là. Tu sais, mais si tu dis quelque chose comme mauvais perdant, je trouve ça intéressant ce que tu as dit tantôt. Tu sais, tu vois, moi, je dis impatient. Puis c'est vrai que je suis impatient dans la vie, là, mais je suis impatient, mais je mentionne puis je précise tout le temps que c'est bon comme c'est mauvais. Je suis impatient parce que je peux m'impatienter puis être vraiment désagréable, mais en même temps, je suis impatient aussi puis je veux que les choses bougent. Fait que, tu sais, je suis impatient de faire avancer des projets, des causes, peu importe, mais ça bouge dans mon cas. Je pense que un bon aussi que j'aimerais ça que quelqu'un me sorte un moment donné, genre si mettons faut que j'engage, là, genre quelqu'un qui a pas de tolérance pour l'incompétence. Là. Ouais, mais tu vois, l'impatience, ça rentre là-dedans. Un peu ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce que ça score des gros points avec moi. Là. Tu me dis que t'as pas de tolérance pour l'incompétence, là, ça veut dire que tu settle. Tu sais, t'es pas tu te contentes pas de peu, mettons, là, puis tu veux tout le temps que ça soit mieux fait, là. Tu pousses tout le temps un peu plus loin les choses. Ça. Je pense que c'est des bons points, ça. Ouais, mais en même temps, tu sais, si tu dis ça, c'est super, puis oui, ça témoigne justement d'un certain perfectionnisme, puis d'une ardeur au travail, puis tout ça, mais l'autre question qui, moi, me viendrait après, c'est comment tu fais pour composer avec l'incompétence quand tu travailles. Parce que, tu sais, si quelqu'un est juste pas capable de tolérer l'incompétence, la même chose avec l'impatience. Puis, en fait, je me l'étais fait poser, moi, cette deuxième question-là, à un moment donné. Puis, genre, tu sais, comment tu négocies ou comment tu fonctionnes avec les gens qui vont pas à la vitesse ou qui travaillent pas à la hauteur de ce que tu t'attends d'eux autres au niveau, justement, de ton impatience. Puis, c'était une méchante bonne question pour eux. Parce qu'à cette époque-là, je l'avais pas la réponse. Fait que tu sais, quelqu'un qui te dit qu'il a aucune tolérance face à l'incompétence, ok, fine, on est d'accord avec ça, mais il semble que la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais quand t'es entouré d'incompétents, là? Tu sais, pour que ça fonctionne, là, parce que ça peut arriver dans des entreprises. Ouais.
J'espère juste que c'est pas le genre de question que genre la personne aux ressources humaines, elle sait que c'est tous des pas bons qui sont là, puis elle te demande qu'est-ce que tu fais, tu vas travailler avec des incompétents, comment tu vas t'en sortir. Ouais, là, Parce que quand ça arrive, ça, tu vois clairement que t'es là pour sauver le bateau qui est en train de couler. Là. ça, c'est un petit red flag, là, ça va. À moins que tu veuilles un gros défi, mais ouais. Ouais, mais tu sais, un gros défi, ça peut aussi virer en suicide professionnel. Tu sais, à trop vouloir essayer de quoi, revirer quelque chose de bord, puis à sauver un naufrage certain dans une équipe de travail, là, des fois, ça peut juste être... Ah ouais, clairement. ça Non, peut... c'est clair. Et puis anyway, tu y vas aussi à ton feeling, là, à savoir si tu veux, si tu veux prendre la job ou pas. Mais c'est sûr que aussi, je pense que le processus d'embauche d'une compagnie en dit aussi quand même un peu long sur un peu les valeurs de la compagnie, là, je pense. Quand tu vas Ouais. dans des compagnies, puis que tu le vois où ils sont un peu plus... tu sais, quand c'est très, très corporate, là, mettons, ils ont vraiment leur script de questions qu'ils te posent, puis c'est moins personnalisé, si tu veux. Là. Ouais. Tandis que quand tu vas dans une place où est-ce que ils sont plus smooth, mettons, ben, les questions vont être plus sous forme de discussion. Là. Puis c'est la discussion que tu vas avoir avec l'interlocuteur en avant qui va se faire une tête sur toi. Là. Ouais, puis il y a tout le temps le contexte aussi, justement, dans les plus grosses entreprises. Ils sont jamais tout seuls dans les entrevues. Là. Il y a la personne du département qui t'engage, il y a la personne des RH qui est là, puis il y a comme je sais pas, un cadre ou quelqu'un de la direction là, vraiment au-dessus d'eux autres qui est présent aussi. On dirait pour mettre un petit peu plus de pression. Je sais pas. Moi, C'est. ça me fait penser, ça, quand j'ai travaillé, moi, j'avais dit que j'avais travaillé à vendre des photocopieurs. Là. Ouais. Dans le fond, c'est quand j'étais aux études, je travaillais dans je travaillais chez TELUS là, pour les téléphones. Je vendais en boutique, dans le fond, je vendais des téléphones cellulaires. Puis avant la fin de... Quand j'ai fini mon bac, mettons, je me suis dit, j'aimerais ça peut-être aller au compte corporatif dans cette compagnie-là pour justement, plus être représentant sur la route au lieu d'attendre que les clients rentrent en magasin, ben, que ça serait moi qui irais faire le démarchage et tout. Fait que j'avais appliqué, puis ils m'ont dit, t'as pas assez d'expérience comme en développement de marché. Je dis, ben, ok, mais c'est sûr, si tu me donnes pas une chance, je veux dire, je commence. Là, je n'ai jamais fait effectivement, mais ça fait plusieurs années que je travaille comme dans la compagnie. Bref, finalement, j'avais pas eu ce poste-là, fait que ça m'a incité à changer. Fait que là, quand je suis allé vendre des photocopieurs, j'ai envoyé mon CV dans cette compagnie-là. En fait, c'était par une chercheuse de tête qui m'avait placé là. J'ai été passer la première entrevue avec... c'était-tu avec un directeur des ventes ou c'était juste avec le gars? C'était juste avec le gars des ressources humaines. OK. Puis, moi, dans ma tête, comme j'avais bien paru, j'avais bien performé, tout ça. Le gars, il me réécrit après pour me dire, tu sais, malheureusement, on n'a pas retenu ton profil. Mais là, j'ai tellement été fâché parce que, je veux dire, dans ma tête, n'importe qui là, qui commence, dans le fond, dans représentation, s'en va soit chez les pages jaunes ou soit chez Canon, Xerox ou une compagnie de... Puis no joke, là, c'est comme des bonnes écoles pour commencer, dans le fond, en représentation, parce que c'est vraiment des grinders, là, c'est du cold call, puis c'est tu te fais les dents, là, solides. Fait que je me suis dit, hey, comme, impossible qu'ils me prennent pas, là, j'ai gagné des prix où j'étais dans un téléphone, je suis quand même un bon vendeur, je comprends pas. J'étais pissed off, fait que j'ai écrit un email au gars pour lui dire, écoute, vous faites vraiment une erreur. Il y a quelque chose que je comprends pas dans votre processus d'embauche parce qu'il y a aucune chance que tu m'engages pas. Je comprends pas c'est quoi votre problème. Je pense que vous allez le regretter, etc., etc. Je formule ça bien, etc. Je pèse sur send. Le gars, il m'appelle genre 1 heure après. Salut, Marc-Antoine. J'ai reçu ton email. C'est exactement l'attitude qu'on veut. Je te demanderai de revenir en entrevue avec un autre directeur des ventes cette fois-là. Parfait, je retourne. Hey man, j'ai passé 3 entrevues, j'ai rencontré tous les directeurs des ventes là-bas. Je sais pas c'était quoi leur affaire, mais ma dernière entrevue, là, j'étais plus capable. Là, tout le long, là, j'ai oscillé. J'étais, OK, là, arrêtez de me passer des entrevues, c'est quand que je commence? Là? Comme, il est où le contrat? Engagez-moi, je commence genre lundi prochain, arrêtez de niaiser. Là. Manger et vendre. Man, je suis sorti de cette entrevue-là. Là. Ça a pris une demi-heure, ils m'ont rappelé. Ouais, t'es-tu disponible lundi? Man, j'ai eu la job finalement. Mais j'étais comme tabarouette. Ça a été ardu pour une job comme ça. Où est-ce qu'il fallait que je fasse 100 portes par semaine puis 100 téléphones? Mais finalement, je l'ai eu. Mais c'est quand, tu sais, puis c'est une super histoire, là. C'est une anecdote malade, là, pour vrai. Mais en même temps, je me demande, tu sais, leur processus d'embauche, il était-tu vraiment bien défini? Parce que, tu sais, si tu as réussi à court-circuiter ça,
en rentrant avec un courriel j'imagine que c'était pas un courriel de bêtises, là, mais mettons c'était un courriel de mécontentement bien assumé, on va dire ça comme ça, vu que c'était Ouais, non, poli, mais c'était professionnel là, comme email, mais tu sais, je leur dis, écoute, tu sais, je pense que vous avez fait une erreur dans votre processus, là, comme, donne-moi une autre chance. Là. Ouais. Fait que, écoute, c'est une formidable histoire, là, mais c'est ça, est-ce que leur processus d'embauche, leur séquence pour les embauches était bien respectée? Tu sais, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'était fait dire qu'il est engagé, qui a pas été engagé parce que toi, t'es rentré avec ton email après. Je sais pas, peut-être. J'ai aucune idée pour vrai, mais tu sais, c'était dans ma tête, c'était impossible que je rentre pas là. Tu sais, c'était comme un échec total là, si je pouvais pas rentrer dans l'école qui formait des représentants. Tu sais, comme dans ma tête, tout le monde rentrait là. Tu sais, puis le turnover des employés, le taux de roulement était vraiment assez gros. Tu sais, t'avais du monde qui rentrait puis 2 semaines après ils partaient. Là. Ouais. C'était vraiment fait. C'était pas fait pour les doux, mettons. Là. Fallait que tu aies le couteau d'un dent puis que tu sois. Ça m'a pris 6 mois avant de vendre mon premier photocopieur, là, puis je l'ai vendu à je pensais que c'était une compagnie, c'était un gars chez eux qui m'a répondu en robe de chambre. Comme dans son sous-sol, c'était creepy ben raide, là, j'étais comme aïe, sérieux, c'était comme le summum, là, faisait 6 mois que je grindais puis que j'avais rien vendu, puis finalement, le gars, en plein meeting, il est là, moi t'en prendre une. Je suis le quoi? C'est le modèle le plus cheap, là, le moins cher, là. Okay. Mais tu sais, mon cher, on s'entend, là, c'était quand même 1500$ le photocopieur. Mais il m'en a acheté une, puis en sortant de là, le téléphone a sonné, puis j'en ai eu genre 3 dans la même journée des rencontres que j'avais eues avant qui en ont acheté. Ouais. Fait que là, ça a été parti, puis à partir de ce moment-là, ça a peu arrêté. Mais je vais garder quand même un peu ces anecdotes-là pour quand on va avoir un épisode sur les ventes. Là. Ah non, mais c'est bon, parce que, non, mais tu sais, en fait, c'est un peu, tu sais, ce que tu as dit là, je trouve que l'analogie est belle, tu sais, il a fallu que tu en vendes une après ça pour être capable d'en vendre d'autres. Ouais, puis en même temps, rentrer dans un domaine de peu importe, là, dans un emploi, c'est tout le temps le premier emploi qui est plus dur à aller chercher. Ouais, exact. Tu hustle, que tu grindes pour l'obtenir. Après ça, d'habitude, ta carrière professionnelle, si tu fais pas le cave, puis que tu t'es assidu, puis que tu travailles de façon sérieuse, il devrait pas avoir de problème pour ta carrière après. Là. Non, c'est ça. Puis en fait, mon point, c'était plus de ramener ça au fait que je considérais qu'elle avait fait une erreur en m'engageant en poste du premier coup, puis finalement, ben j'avais raison. Fait que c'était ça mon point. Bon. Tu conseillerais-tu ça à, mettons, tes enfants plus tard, tu leur dirais-tu de faire ça? Ben si tu veux la job, certainement. Tu sais, comme en plus que c'était une job de représentant, tu sais, puis qu'il fallait que tu hustles ben raide pour aller chercher les ventes puis tout. Tu sais, j'ai pas pensé comme tel sur le coup, mais avec du recul, quand tu regardes ça, tu sais, froidement, comme je pouvais pas mieux agir pour ce type de job-là. Là. Relancer le gars, comme never take no for an answer, relancer le gars, puis qui me donne une autre chance puis tout, je veux dire, c'est ça que tu veux là, comme représentant, si tu veux, là, du monde de même qui se font pas dire non. Là. C'est certain. Et tu sais, j'arrête pas de penser à ça tout tantôt, mais quand même, t'étais auditionné, si on peut dire ça, comme ça, pour un emploi en vente. Puis, à ta première entrevue, il n'y avait même pas quelqu'un du département des ventes qui était assis dans la pièce avec toi puis la personne des RH. Mais c'est ça. À mon souvenir, il me semble que non. Il me semble que c'était juste le gars des RH. Tu vois, ça fait pas de sens. Il filtre une première affaire, mais tu sais, c'est ça. C'est ça qui gosse un peu dans ces grosses compagnies-là. C'est que, tu sais, la personne des RH, ouais, elle a son script, mais elle a pas nécessairement le flair, tu sais, pour détecter que la personne va être bonne dans... Tu sais, tu l'as dit exactement, là, quand tu fais un meeting de même, il devrait avoir au moins une personne du département pour lequel tu appliques qui est là au meeting pour justement, qui fait ça au quotidien, qui va être capable de flairer si t'es un bon fit dans le département. Exact. Il n'y a pas non plus besoin d'être 12 complètement à l'autre bout du spectre, tu sais, puis de juste vouloir intimider puis voir comment la personne réagit, mais au moins d'avoir une personne qui est pertinente dans la rencontre parce que dans le département dans lequel tu appliques, ben je pense que c'est juste normal parce que la personne des RH, en fait, c'est un peu comme c'est une analogie sportive, mais elle va juste voir si t'es bonne sur papier. Là. Parce que ces critères de sélection, elle, c'est des choses qu'elle a appris un peu de par sa formation, puis elle a un genre de checklist, d'après moi, à vérifier, à passer au travers quand elle a quelqu'un en entrevue.
Puis Elle a fait des types de personnalités. Puis ouais, c'est ça. Elle essaie de te placer dans une cause, là, tu sais. Dans les couleurs, un petit Ouais, diagramme de couleurs. veine. Est-ce qu'il est plus dans le milieu? Est-ce qu'il est plus à gauche? Est-ce qu'il est plus à Lui, c'est droite? un rouge. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est un tempérament rouge. Non, ça cadre pas avec nous dans l'entreprise. C'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça, c'est quand même bizarre de voir ça. Puis, tu sais, oui, elle s'est fiée sur papier. Fait que, dans le fond, si ton CV était pas à la hauteur de ses attentes, tu sais, t'étais peut-être déjà pas... tu sais, t'étais peut-être... ton cas était peut-être déjà réglé dans sa tête avant même que tu t'assoies dans la pièce. Ça se peut très bien. Parce que, tu sais, les CV, c'est bon que tu abordes ce sujet-là. Là. Les CV, je sais pas, toi, si tu l'as modifié souvent, ton CV. Moi, personnellement, j'ai le même modèle depuis secondaire 4. Je fais juste ajouter des expériences dessus. Il y a encore des petits dessins avec des étoiles dessus. Non, mais c'est ça, c'est comme formation professionnelle, formation académique, puis 2-3 qui pointent que le monde se fout un peu, là, genre je suis je sais pas moi, je suis ponctuel. Non, j'ai pas ça, mais tu vois le genre, là. Ouais, les aptitudes, puis les j'ai demandé à un partenaire avec qui je travaille qui m'envoie son CV parce que j'avais besoin de ça pour en tout cas, longue histoire courte, je magasinais des assurances responsabilité pour la compagnie, puis fouille-moi pourquoi ils me demandaient le CV des sous-traitants, probablement pour voir leur expérience dans le domaine, puis voir s'ils étaient à risque de faire des bourdes. Mais quand il m'a envoyé son CV, j'étais comme « Wow! Hey, je suis dû pour une mise à jour, là. Son CV, il y a de la couleur, il y a sa photo, il y a genre des... Je suis comme, c'est un feu d'artifice, là. Moi, il est genre noir et blanc, formaté comme j'ai vu dans Word. » Genre, je le fais en PDF puis je l'envoie. Lui, c'est comme en couleur puis tout. J'étais comme, OK, quand même. C'est rendu là. Ouais, mais tu vois, moi, mon CV, je te dis, mais juste, je pense que c'est quand même important de mentionner que dans ton cas, tu sais, ton CV, il n'a pas de temps non plus changé parce que ça fait quand même une couple d'années que tu es à ton compte aussi, là. Donc, ouais, ben là, c'est sûr que mon CV, à part cet exemple-là, tu avais moins besoin de fournir un CV. Là. Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, je veux dire, dans le temps, même avant d'être à mon compte, j'ai quand même gardé le même modèle de CV pour tous les jobs que j'ai eus à partir du Saint-Hubert. Là. Il doit être efficace parce que tu as quand même réussi à faire ton chemin grâce à ça. Je me rappelle un moment donné, quand je suis rentré dans le web, il y a 12 ans, 11 ans, 12 ans, mon boss qui m'avait engagé à ce moment-là, il a dit ton CV, il m'a tellement impressionné, j'ai copié, j'ai copié le modèle, genre, pour faire le mien. Wow! J'étais comme, tu sais, pour vrai, il y a absolument rien d'impressionnant dans mon CV, là. C'est genre, je pense que dans le fond, c'est qu'il est short and sweet, puis il n'y a pas justement de flafla autour qui te distrait, là. Tu sais, c'est comme quand t'envoies une présentation, tu as le choix de mettre l'accent dans le contenu ou bien sur le contenant, là. Moi, c'est vraiment plus le contenu que le contenant. Ouais, tu sais, parce que, écoute, moi, mon CV, il a pas tant changé sur le contenu, mais peut-être plus sur le contenant. Tu sais, je l'ai fait évoluer, puis je l'ai rendu justement peut-être, tu sais, graphiquement intéressant, puis un peu dynamique, là. Au lieu qu'il soit en noir et blanc. Mais il a tout le temps fité sur une page. Ben, c'est le short and sweet, je pense, c'est le best, là. Puis, tu sais, aussi, ça dépend aussi dans quel type d'industrie que t'es, là. C'est sûr que si t'appliques pour une job de graphic designer, tout, puis que ton CV ressemble au mien, t'as peu de chance, là. Ouais. Mais, tu sais, une job de rep ou une job des trucs de même, j'ai pas besoin d'avoir de la couleur pour mettre mes réalisations. Non, absolument. Mais tu vois, moi, c'était un de mes oncles qui a une carrière professionnelle vraiment bien remplie, diversifiée, qui s'est retrouvé dans plein de postes en tant que cadre et tout ça. Puis, il en a engagé des gens, il en a embauché, il en a vu des CV. Puis, il nous avait toujours dit, quand on était jeune, que le meilleur CV, il tient sur une page. Parce que ça te permet d'aller à l'essentiel, puis il n'y a pas de flafla, comme tu disais tantôt. Là. Exact. Puis oui, on a tout. Écoute, puis il a évolué mon CV dans le sens que, tu sais, quand t'es jeune, là, tu mets les merveilleuses phrases, ben pas les phrases, mais tu sais, les aptitudes que t'as, tes intérêts personnels. Tu sais, c'est cheesy, là, t'as genre 15-16 ans. Tes intérêts personnels, non, c'est pas vrai, je m'en sac pas, mais dans le sens, comme tu m'en parleras en entrevue, là, c'est pas ça, en tout cas, je sais pas. Ouais, mais tu vois, je recale la cassette, puis dans le temps, tu sais, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Puis tu sais, dans les intérêts personnels, tu sais, je disais, mettons, les sports que je faisais, puis tout ça. Puis ça peut être intéressant, puis écoute, c'est une réflexion purement sociale, psychologique. Mais tu sais, tu vois quelqu'un qui aime les sports d'équipe, ça se peut que ce soit intéressant de l'engager parce que c'est quelqu'un d'équipe.
T'as raison, c'est vrai. Ça peut être de quoi qui va te donner un peu une idée du type de caractère, du type de personne. Mais écoute, aujourd'hui, on est en 2021, puis mon CV, il y a plus ça là, dedans. Là. Je te dirais que mes intérêts personnels, puis genre mes aptitudes, ça a changé avec j'ai changé ça dans mon CV pour des expériences qui sont autres que dans le travail. Là. Que ce soit d'être sur des comités ou des choses comme ça a remplacé mes intérêts personnels puis mes aptitudes. Là. Ouais, ben c'est bien correct ça, parce que ça montre aussi que t'as plusieurs expertises, puis que tu peux être plus, si tu veux. Moi, j'aime ça mettre aussi des réalisations professionnelles. Genre, mettons, moi, c'était quand c'était dans les ventes, genre, j'ai fini tel rang dans les ventes cette année-là, gagné tel prix, etc. Ça montre des réalisations, je pense, qui sont importantes. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme dit le CV, oui, tu l'envoies, il y a encore beaucoup de CV qui s'envoient, mais ton profil LinkedIn, par exemple, tu peux avoir des recommandations d'anciens collègues, d'anciens boss là-dessus, de clients, etc. C'est quand même cool là, à exploiter. Puis pour les employeurs, c'est sûr qu'ils vont regarder ça, là, ton profil. Là. Ouais. Puis tu sais, parlant de CV, j'ai quand même regardé là-dessus. Écoute, je vais faire une petite capsule CV, une petite capsule historique sur le CV. Est-ce qu'on a un indicatif sonore? Non. Rien pour présenter ma... On va faire les faire avec notre bouche. Mais non, c'est ça, j'ai quand même regardé parce que j'étais curieux de voir. Puis c'est drôle parce que tu sais, on a parlé des intérêts personnels, puis c'est vraiment documenté dans l'histoire quand c'est apparu, ça, de commencer à mettre ses intérêts personnels dans les CV. Ouais, quand tu relis l'histoire, tu fais la petite histoire du CV, là, c'est vraiment documenté sur Internet, puis vraiment intéressant. Mais le plus intéressant, c'est de savoir, sais-tu à quand remonte le premier CV qui aurait été envoyé? Je sais pas, là, moi, tantôt, tu m'as demandé ça, tu m'as pas dit la réponse, j'avais dit 1765, là, Ouais. ça me semble loin. Mais c'est trop jeune. C'est encore plus loin que ça. Ça serait quand? C'est en 1482. Le premier CV. Puis tu sais qui aurait fait le premier CV? Parce que c'est quand même une personnalité connue. Là. Jésus? Mais non, c'est pas vrai. Non, le petit Jésus, je l'ai parlé un peu trop, le petit Jésus. C'était qui? Léonard da Vinci. Sérieux? Oui, Léonard da Vinci. Puis là, au début, je me posais la question, bon, c'est Léonard da Vinci qui a fait un CV ou c'est lui qui s'est fait donner un CV, genre par Mona Lisa, puis qui l'a documenté? Mona Lisa qui a dit je suis une top modèle qui sourit pas vraiment, l'identité sexuelle un peu ambiguë. Donc, peinture-moi. Ouais, peinture-moi. Je suis là pour être peinturé. Je suis très belle dans les tons de vert, de brun et de pêche. Mais il a fait un CV, lui, pour quel job, genre? Il a fait un CV qu'il a envoyé au duc de Milan. Puis dans le temps, il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau politique, il y avait des guerres, tout ça. Puis il a écrit il a écrit une lettre, en fait, qui est un peu comme justement qui est comme le premier CV, où il vantait ses qualités parce qu'il disait qu'il pouvait l'aider à bâtir une armée, à bâtir des ponts légers grâce à son ingénierie, à faire des chars d'assaut dont celui avait le secret. C'est vraiment franchement intéressant. Puis écoute, le transcript de cette lettre-là existe, est encore visible aujourd'hui. Tu peux aller voir la traduction, fait que je suis allé voir ça. C'est vraiment intéressant. Fait que ce serait lui l'inventeur, fait qu'il n'est pas juste l'inventeur de plein de... Il est l'inventeur du CV. Mais tu sais, CV, curriculum vitae, ça vient du latin. Ouais, exact. Moi, j'ai pris des cours de latin au secondaire. Ouais. Oh, moi aussi, ça va m'avoir servi à savoir que curriculum vitae, ça veut dire déroulement de vie. Ouais. Puis ben, c'est logique quand tu y penses parce que tu mets justement ta vie un peu plus professionnelle, si tu veux. Mais là, de ce que tu dis, dans ces années-là, Léonard da Vinci, c'était plus que ça. Oui. Puis après ça, écoute, il y a l'histoire, c'est vraiment le plus de documentation après ça qui existe, c'est dans l'histoire récente à partir des années 1900. Fait que on dit qu'autour des années 1930, un CV, c'est vraiment comme, c'est une formalité, là, c'est des affaires qui sont griffonnées sur des coins de bureau quand que tu rencontres un boss dans une manufacture ou dans une shop où tu écris un peu qu'est-ce que tu sais faire puis pour voir s'il peut t'engager. Après ça, en 1940, je trouvais ça vraiment intéressant. Ce qu'il disait, c'est un peu l'avènement réseau contact des CV. Parce que là, dans les années 40, c'est important de dire ton poids, ta taille. Dans le CV? Dans le CV, ton âge, ton statut marital, puis même ta religion. Fait que c'est vraiment genre réseau contact de la job, là, tu sais. Là. Imagine aujourd'hui, ouais, genre, le monde se font critiquer quand tu demandes une photo, là, puis je comprends aussi parce que ça a comme pas rapport. Là. Tu es en train de manger une olive? Ouais.
Je t'ai tellement... Hey, je t'ai démasqué. Je l'ai senti pendant que tu parlais. Ça sent quelqu'un qui mange une olive. Wow! Aïe, je me suis fait caught on tape. Wow! Non, mais non, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux plus vraiment demander ça, là, comme je disais. Déjà, à la limite, demander une photo, tu te fais critiquer, là. Fait que le poids puis le statut marital puis tout, là, c'est... Exact. Puis écoute, ça devait vraiment contribuer un peu aux dissensions dans le temps, là. Tu sais, mettons, t'es un catholique puis lui, c'est un protestant, ben, tu vas clairement pas engager Maurice qui est catholique dans ta shop pour travailler, là. Puis l'inverse est aussi vrai, là. Tu sais, non, mais ça devait vraiment avoir un peu cet effet-là de stigmatiser ou de séparer les gens, là. Fait que c'est... En tout cas... Et c'est rendu, tu sais, puis juste, comme, ça vient de me popper, justement. Tu sais que sur Facebook, depuis un petit bout de temps, peut-être un an, à peu près, tu peux plus, comme, tu sais, parce que Facebook est reconnu pour ses capacités de ciblage exceptionnelles en fonction d'intérêt, de comportement en ligne, etc. Mais depuis un bout de temps, tu sais, il y a une section job post sur les pages d'entreprise. Ouais. Mais avant, tu pouvais dire, bon, je veux, mettons, pour ce job-là, j'ai besoin, mettons, d'une femme de, je sais pas, moi, 30 ans qui a des intérêts pour telle affaire. Mais maintenant, tu peux plus faire ça, tu peux plus cibler rien à part une région géographique. Fait que tu peux pas cibler de tranche d'âge, tu peux pas cibler de sexe, tu peux pas cibler d'intérêt. Tu peux cibler des critères de sélection, par exemple, je veux dire, des compétences, puis mettons, un profil académique. Tu peux-tu faire ça? Non, absolument pas. Et là, ouais. OK. Ouais. Avant, tu pouvais, tu sais, c'est ça, en fait, c'est pour éliminer, justement, la discrimination basée sur soit le sexe ou l'origine ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes, beaucoup de cas qui ont été médiatisés. Donc, maintenant, Facebook, le job post, aucun ciblage possible à part une région géographique. Okay. Puis, il faut que ça soit, en fait, minimum 15 000 autour de ton lieu d'affaires. OK. Wow, c'est intéressant. Quand même, ouais, fait que c'est comme ma petite parenthèse par rapport à dans le temps, tu peux demander le poids de la personne, c'est comme il n'y a aucun rapport avec elle va-tu bien faire la job ou pas. Là. Ouais, mais tu vois, après les années 1940, ça s'est vraiment replacé parce que dans les années 50, ça redevient quelque chose de très important, un CV. Puis là, on va voir l'apparition des recruteurs dans des entreprises. Dans les années 50, de où justement là, tout ton profil, ton parcours professionnel va être important à documenter. Puis après ça, c'est dans les années 60 que les intérêts personnels font l'apparition sur les CV. Fouille-moi pourquoi, mais ça a été documenté que c'est à partir de cette décennie-là, que les intérêts personnels ont commencé à faire leur apparition sur les CV. Pourquoi? Dieu seul le sait, honnêtement. Probablement pour se démarquer, puis justement essayer de voir... Parce que c'est sûr que, je dis les intérêts personnels sur le CV, c'est moyen, mais c'est parce qu'en même temps, si par chance, tes intérêts rejoignent ceux du recruteur, il y a peut-être plus de chances qu'il t'appelle pour te passer en entrevue. T'sais. Ouais, puis en même temps, tu peux pas être 100% honnête sur tes intérêts personnels. Tu sais, mettons, on jase, là. Mettons, t'es un échangiste, là. Ça se dit mal sur un CV, là. Non, c'est clair. C'est clair. Le genre de choses tu partages, tu glisses ton CV au recruteur, t'es là, tiens, lis ça. Tu t'en vas le porter aussi à la coordonnatrice. Ouais. Tu lui fais un petit clin d'œil. Mais tu sais, je m'en allais nulle part avec ça. Non, mais tu lui fais un petit clin d'œil, tu donnes ça à la directrice RH, tu là, tu liras mon CV, t'attends qu'elle arrive à la ligne. Mais tu fais pas ça, là. C'est pas des choses que tu fais. Fait que, tu sais, c'est pas tous les intérêts personnels qui sont bons à partager sur un CV, là. Non, c'est clair. Il faut faire attention à ça. Puis écoute, après les années 60, ce qui est documenté, ce qui est relevé, c'est l'évolution au niveau technologique des CV. Comme dans les années 80, c'est l'apparition des premiers CV filmés. Parce que c'est, tu sais, il y avait les vidéos bêta puis les vidéos VHS là, qui étaient en pleine effervescence dans cette période-là. Donc les gens calmer l'effervescence sur le bêta. Là. Non, mais le bêta est mort, là, on s'entend. Mais il y a eu quand même le combat bêta VHS comme nous autres, on a eu HD, DVD puis Blu-ray là, une dizaine d'années. Fait que ça a existé. Là. Donc les gens s'achetaient des caméras ou allaient chez un ami qui avait une caméra ou une amie qui avait une caméra, se filmer pour faire un CV qui était filmé et envoyer ça ensuite aux entreprises. Après ça, vers les années milieu des années 80, fin des années 80, ça a été l'extraordinaire fax.
qui a fait les son fax. application pour envoyer le CV. Donc, les gens envoyaient ça par ligne téléphonique, mais imprimé. Sur du papier mou. Sur du papier mou. Le système de On s'entend que tout le papier est santé... mou, mais du papier à fax, c'est particulièrement mou. Oui, exact. Puis le système de santé en 2021 au Québec utilise toujours les fax pour envoyer les CV. Ils sont vraiment avancés au niveau technologique. Ouais. Puis, puis après ça, ben, le milieu des années 90, c'est l'apparition des emails pour envoyer les CV. Ça a été quand même une révolution. Mais la révolution des révolutions, c'est en 2003 qu'elle est arrivée. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Ben, c'est LinkedIn, là. C'est LinkedIn, exact. Ça a été la révolution des révolutions. Tu vois, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu d'autres choses qui ont été notées au niveau de l'évolution du CV depuis LinkedIn. C'est sûr, il y a tous les trucs d'embauche et tout, là, mais c'est sûr. Mais je disais... Est-ce qu'un CV, tu sais, comme toi, j'imagine que en tant que directeur des ventes et tout, t'as dû en recevoir, mais tu sais, t'as reçu aussi. Est-ce que, mettons, des pigistes ou des sous-traitants, est-ce qu'ils font des CV aussi, ou c'est vraiment pour des employés temps plein? Tu sais, en fait, j'ai jamais personne, moi, dans ma carrière, si tu veux, de pigiste, là, ou dans mon compte, j'ai jamais envoyé un CV à un client potentiel. Moi, j'ai été engagé de même il y a une dizaine d'années. Quand je suis entré dans l'industrie des suppléments alimentaires, puis tout ça, ouais, ça a été un CV, ça a été une entrevue d'embauche, puis ça a été c'est ça. Ça s'est fait comme si j'allais être un employé, mais j'allais travailler à mon compte comme sous-traitant pour un courtier en alimentation au Québec. Puis, ouais, fait que c'était comme une formule hybride un peu, c'était bizarre, là, tu sais, j'étais là pour un travail, mais en même temps, je savais que j'allais devenir un peu à mon compte, là, une genre d'impartition tout seul de son côté, mais qui travaille au service d'une organisation, d'une entreprise. OK. Ben, j'ai déjà eu des meetings, si tu veux, plus de rencontres de fournisseurs-clients, si tu veux. Là. Mettons, quelqu'un cherchait, une entreprise cherchait quelqu'un comme moi pour faire de la job, dans le fond, gérer leur publicité en ligne et tout. Ben, tu sais, j'envoie un email en disant que mon expérience, j'ai tant d'années dans le domaine, nanana, puis je peux vous aider avec ça. Puis là, après ça, ils te rappellent, puis tu vas les rencontrer, mais j'ai pas de CV comme tel avec mon parcours académique puis tout. Là. Fait que je me demandais juste si justement c'était pratique courante là, pour des pigistes, parce que moi, j'en ai jamais vraiment envoyé. Puis ça m'amène, dans le fond, à ce que je voulais qu'on jase aussi. Quand on est employeur, est-ce qu'on est mieux d'engager quelqu'un avec un CV et tout en bonne et due forme, ou on est mieux de sous-traiter la job qu'on a à faire? J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que moi, c'est quelque chose que au quotidien, je suis rendu à un point où est-ce que je me dis, est-ce que j'engage quelqu'un? C'est sûr qu'il y a des plus, puis il y a des moins aussi à engager, versus avoir un sous-traitant qui a des plus et des moins aussi. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, toi qui as de l'expérience. J'ai fait un peu les deux. Puis, mais en même temps, même si tu engages un sous-traitant, mettons que c'est pas un employé, c'est quand même important que le sous-traitant ou la personne que tu songes prendre te fournisse c'est pas un CV, mais ça peut être un genre de portfolio, j'ai le goût de te dire. Un genre de documents sur les réalisations, sur les choses qui ont été faites, pour voir un peu un genre de track record. Là. C'est pas obligé d'être jalonné de réussite puis d'être le plus beau track record du monde. Puis j'ai fait exploser les ventes de 400%. Je fais, tout est beau, c'est pas ça. Mais c'est juste de voir un peu dans quel secteur d'activité la personne a travaillé, si ça correspond aux besoins que tu peux avoir, si ça correspond aussi aux valeurs de ton entreprise. Mais pour en revenir à l'essence même, il y a deux... Moi, j'ai quelque chose de très arrêté là-dessus. J'ai toujours eu l'impression, puis c'est peut-être parce que moi je suis comme ça, mais que quand tu engages quelqu'un qui est sous-traitant, la personne, théoriquement, va être beaucoup plus productive parce que la qualité de son travail va faire foi de tout, là, y compris de sa rémunération. Là. Si je t'engage comme sous-traitant puis que je vais par mandat, ben plus tu es productif, plus tu es efficace, plus je vais t'en donner des mandats, puis plus toi, ça va être bon parce que tu es autonome puis tu veux plus de revenus. Là où un employé, des fois, puis écoute,
c'est touché, là. C'est un sujet sensible, tu sais, où c'est difficile aujourd'hui, la loyauté au niveau des employés. Tu sais pas si ça vaut la peine d'investir dans un employé parce qu'il va peut-être être parti dans 2-3 mois, puis tu vas avoir investi beaucoup d'argent en lui, dans sa formation, dans son développement, puis finalement, il était peut-être pas assidu, il répondait peut-être pas à tes attentes. Tu sais, je reviens au sujet de notre dernier podcast, là, sur la gestion des attentes. C'est vraiment... Mais comme je te dis, si tu me poses la question, moi, j'ai un penchant pour les sous-traitants, justement, parce qu'ils ont une autonomie, puis ils ont un désir Écoute, le mot qui me vient en tête, c'est en anglais, là, mais get shit done. Là. Ouais. Là, c'est de faire le plus de travail possible, d'abattre le plus de tâches possible pour s'assurer le meilleur revenu possible. Puis ça, pour moi, ça me parle. Et avec l'autonomie aussi. Là. C'est sûr que tu sais, c'est ça, dans ma réflexion, il y a de ça aussi, tu sais, effectivement, prendre un sous-traitant, tu le sais que la personne, tu sais, les contrats que tu lui donnes, c'est ça qui fait sa business, versus engager quelqu'un, ben, il est sur ton payroll, puis, tu sais, qui se tourne les pouces un mardi après-midi, il va avoir sa paye le jeudi pareil, tu sais. Oui, et plein d'avantages sociaux, puis un paquet d'autres dépenses qu'on voit pas, mais tu sais, que c'est des déductions à la source. Oui, absolument. Ça coûte cher, tu sais, juste, tu sais, prends-moi exemple, je suis incorporé, même si je suis tout seul, mais ma structure, je suis employé de ma compagnie, puis je me coûte cher. Tu sais, quand je me paye un salaire avec toutes les déductions, puis en plus, l'employeur, faut qu'il paye en double, tu sais, tu payes la part de l'employé, puis la part de l'employeur. À chaque fois que je me fais une paye, ça me coûte cher comme tel dans la compagnie. Puis c'est pas parce que je me paye cher, c'est parce qu'il y a beaucoup de dépenses, dans le fond, qu'il faut rajouter. Fait que quand tu engages un employé, ben toutes ces dépenses-là sont aussi à prendre en compte. Sauf que en même temps, il y a certains postes, tu sais, d'un autre côté, le sous-traitant, ben, il y a d'autres clients aussi. Fait que tu sais, il y a son horaire à lui qui est à gérer, puis il est pas 100% juste sur ta business à toi. Tu sais, mettons que j'aurais besoin d'un représentant, là, de quelqu'un qui s'en va faire le développement d'affaires, mais tu sais, je vois mal sous-traiter ce job-là, je pense, comme, je sais pas. Peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que ça me prendrait quelqu'un à l'interne qui va faire du développement, que je vais payer à la commission ou quelque chose comme ça. Soit une structure salaire de base plus commission ou juste commission. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc, il y a ça. Mais, puis j'aurais besoin aussi également de peut-être un stratège de plus qui est à un niveau quand même assez senior. Mais sous-traiter ça, c'est comme... tu sais, c'est parce que je me sens tout le temps mal si, mettons, exemple, un client m'engage puis que je sous-traite une partie de la job à quelqu'un. Parce que le client m'a engagé moi, pas mon sous-traitant. Tandis que si j'ai un employé, le client m'engage ainsi que mes employés, je trouve que c'est un peu différent au niveau de la perception. Je sais pas. Ah, écoute, c'est vraiment c'est un dilemme. Hein? C'est un vrai, puis je pense que tu l'as dit tantôt, c'est ça, c'est un vrai dilemme, puis il y a des pour et des contre de chacun des côtés. Tu sais, il y a pas de situation parfaite, en fait, je pense, dans tout ça. Puis, je pense que non. C'est juste... c'est un dilemme, puis je pense que n'importe qui est à son compte ou qui part une compagnie, un moment donné, t'arrives face à ce problème-là, ben, c'est un beau problème, en fait, là, parce que si t'es rendu à un point où est-ce que tu te poses la question, soit t'engages, soit tu sous-traites, c'est parce que ça veut dire que ton workload est rendu assez important pour que tu penses à déléguer une partie de tes tâches à quelqu'un. Tu sais, moi, je me suis pris une sous-traitante, mettons, pour m'aider avec, mettons, mon site web à moi. Parce que je le laissais de côté, fait qu'elle me rédige des articles de blog, elle me met des publications tu sais, Facebook, ces choses-là. Puis pour certains clients, elle me remplit aussi des calendriers de publications là, pour des clients avec lesquels j'ai à faire des publications sur Facebook. Ouais. Fait que je l'ai pris pour ça. Mais tu sais, j'ai pas assez pour justifier, mettons, que je l'engagerais à temps plein, mais j'aurais besoin aussi de quelqu'un qui fait du développement d'affaires, chose que j'ai pas le temps de faire, sauf qu'en même temps, s'il y a plus de business qui rentre, j'ai moins de temps. Puis là, tu sais, je veux pas que ça impacte mes autres clients. Fait que tu vois, c'est comme une roue tout le temps qui tourne. Ouais. Tu sais, je te dirais peut-être dans ce que tu dis en ce moment, puis c'est intéressant, puis j'imagine qu'il y a plein de monde qui peuvent s'identifier à ça. Tu sais, dans la situation actuelle, peut-être que ce qui répond mieux à ton budget, c'est des pigistes, des sous-traitants, un petit peu pour combler un besoin que tu as justement en création, en gestion de contenu, tout ça, puis aller en chercher un peu aussi au niveau des ventes, puis au niveau mettons, une gestion de territoire, des ventes, développement des affaires, puis tout ce qui vient avec ça. Là. C'est jusqu'à temps que tu deviennes à un autre niveau, au niveau c'est tout le temps la même, ça revient tout le temps à la même chose dans la vie, c'est le cash, là, c'est le cash flow.
jusqu'à temps que tu arrives à un niveau de cash flow où tu vas pouvoir te dire, bon, là, je peux me payer une personne à temps plein qui va faire de la gestion de la création de contenu, puis je peux payer une personne à temps plein qui va s'occuper du développement des affaires puis des ventes. C'est par étapes, c'est peut-être là qui est encore plus, le dilemme est encore plus important. C'est le jour où tu es rendu à dire, je suis capable de payer 2 personnes à temps plein avec moi, mais là, je fais quoi? Parce que je peux garantir un 40 heures semaine ou un 35 heures semaine. Je le prends-tu à mon compte comme employé avec toutes les charges que ça implique, ou je conserve la même structure qu'avant, mais il y a pas un développement de loyauté avec la personne parce que dans sa tête, elle reste à son compte puis elle est libre de faire ce qu'elle veut. Là. C'est ça, tu fais signer un contrat de non-concurrence puis de confidentialité, là, usuel, mettons, avec ton sous-traiteur. Ça, c'est important, là, de faire ce genre de contrat-là, petit aparté, là, parce que tu sais jamais, là, si, mettons, ton pigiste ou ton sous-traitant, à un moment donné, tu sais, comme moi, mettons, j'engage quelqu'un, puis que cette personne-là, ça fait plus l'affaire, puis que je suis obligé de mettre un terme, puis qu'elle le prend mal. Tu sais, tu veux pas qu'elle se retourne, puis qu'elle aille essayer d'appeler tes clients. Tu sais, c'est sûr que tes clients, je veux dire, ils font affaire avec moi, je serais pas nécessairement stressé de ça, mais tu sais, c'est juste chiant. Tu sais. Fait que tu veux te protéger en te faisant un contrat avec tes sous-traitants, là, au même titre un contrat d'embauche quand t'engages un employé. Là, toutes ces clauses-là sont valides aussi pour un employé puis pour un sous-traitant. Ouais. Mais tu vois, mais en fait, je pense que c'est ça la clé. Je pense qu'on l'a peut-être trouvé un peu la réponse. Ça devient vraiment une question importante sur laquelle se pencher quand tu es rendu t'as la capacité d'offrir du temps plein dans dans une catégorie d'emploi ou une autre. Parce qu'avant ça, c'est peut-être vraiment justement d'y aller avec des pigistes, des sous-traitants. Vu que tu peux pas garantir du temps plein, mais il faut que tu laisses la latitude à la personne d'aller combler ses heures ailleurs puis d'aller combler son revenu ailleurs. Là. C'est un peu une responsabilité que tu as. Je pense aussi qu'un autre point avant de penser peut-être à engager du monde quand t'es à ton compte, ou bien même pour des entreprises, parce qu'il y en a des compagnies aussi, des plus grosses compagnies qui vont, c'est rendu un modèle d'affaires assez, ils ont des employés temps plein, mais ils engagent aussi des pigistes pour certaines tâches. Je pense que la base, comme mettons, comme sous-traitant, si tu veux, avant d'engager, c'est de t'assurer que tout ce que tu peux automatiser comme processus, dans le fond, est automatisé. Ouais. Fait que, tu sais, tes envois de factures, toutes ces choses-là, il y a plein d'affaires que tu fais qui te prennent du temps, peut-être, que tu pourrais trouver une manière plus efficace de les faire. Je sais pas, moi, je parlais publication de médias sociaux, ces affaires-là. Il y a plein de logiciels que tu peux acheter pour automatiser certaines choses. Là. Même chose au niveau de ta facturation, tes courriels, ces choses-là. Mais c'est ça. Moi, je suis vraiment à ce niveau-là en ce moment, à savoir est-ce que j'engage un représentant. C'est parce que c'est ça aussi. Comme oui, à un moment donné, il faut que tu engages. J'aurais besoin, mettons, d'un représentant puis d'un exécutant, mettons, ou d'un stratège, mais lequel t'engages en premier? Parce que si t'engages un représentant et te fait rentrer de la business, c'est toi qui continues à exécuter. Mais si t'engages un sous-traitant, tu délègues, il faut. C'est ça. En tout cas, bref, c'est mon struggle actuel. Est-ce que ça fait du bien? T'étais-tu étendu sur ton sofa aussi pour faire cette psychanalyse? Non, c'est sur ma chaise. Encore mieux. Quasiment zen. Wow. Bref, il n'y a pas de bonne réponse, là. C'est pas un ou l'autre. Je pense que les deux se valent, les deux ont des pour, les deux ont des contre, là. C'est à réfléchir, puis je pense que c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Mais c'est ça. Non, puis encore une fois, c'est des relations humaines aussi. Là, c'est la personne que tu vas engager, c'est de voir sa tolérance aussi à être quelqu'un qui est plus à son compte, maître de sa destinée, ou justement être peut-être plus confortable à être salarié pour la sécurité que ça peut y apporter. Il y a des types de personnalités aussi. Là. La personne peut être la personne la plus qualifiée du monde, celle que tu as besoin, mais toi, tu es prêt juste à y donner des heures en termes de pigiste comme sous-traitant, dans le fond. Ouais. Et elle cherche une sécurité, ben ça marche pas. Ouais, puis en même temps, engager quelqu'un pour faire des tâches, puis tu lui donnes plein de tâches que toi tu fais, quand tu l'engages, je sais pas, il me semble que j'aurais peur que la personne se dise, je fais tout ça, mettons, pour enrichir quelqu'un, je vais partir à mon compte, moi aussi, de mon bord, puis je vais faire tout ce que je fais déjà là. Mais oui, je fais déjà tout dans le business, pratiquement, tu sais. Exact.
Ce que tu cherches, c'est de dégager pour faire, tu sais, amener ton entreprise au prochain niveau. Là. C'est ça, tu sais, chapeauter, mettons, l'ensemble de. Mais c'est sûr que je suis dans un domaine assez. Partir une agence de publicité ou de marketing numérique en 2021, c'est un beau défi. Là, parce que il y a bien du monde qui veulent pas non plus travailler avec des agences. Puis je comprends parce qu'ils veulent pas payer pour la structure de l'agence. Tu sais. Ouais. Le bureau centre-ville, ben là, c'est sûr, bureau centre-ville en ce moment, il y en a peut-être moins, là. Mais tu sais que t'engages une agence, tu sais qu'elle a beaucoup de frais fixes, tu sais, les salaires des employés, etc. Fait que veux pas, son tarif horaire va être plus cher que si tu travailles avec un sous-traitant qui est dans sa maison. Certain. Non, écoute, ça fait pas de doute. C'est quand même... c'est quand même complexe comme sujet. Savoir est-ce qu'on engage ou on sous-traite. Là, je dis, il n'y a pas de bonne réponse, mais faut quand même y penser. Puis c'est ça, c'est d'avoir aussi le plan à long terme, à moyen long terme, où tu veux amener ta compagnie, ce que tu veux faire avec. Ouais. Puis c'est pour la personne embauchée aussi, c'est important de savoir sa vision elle aussi. Savoir où est-ce qu'elle se voit en termes de progression. Ouais, exact. Ben, c'est le bon vieux plan quinquennal là, que tout le monde aime dire, là, mais quand même 5 ans, c'est tout le temps une bonne mesure, je pense, quand tu poses des questions. De comprendre, de comprendre, de connaître où la personne se voit d'un point de vue professionnel, puis même personnel aussi. Au fil des années, ça donne une vue d'ensemble sur ce qui est possible d'accomplir avec cette personne-là. Puis dans quelle chaise tu peux la mettre, puis dans quelle chaise elle peut éventuellement se retrouver aussi si elle suit le bon chemin. Ouais, c'est sûr qu'il faut que tu engages du monde aussi qui sont motivés, là, que tu sentes, si la personne a dit moi je veux grandir dans la compagnie, ou si la personne a dit moi je veux en apprendre le plus possible, puis après ça partir à mon compte, c'est un petit peu chiant. Oui. Non, c'est sûr. Ouais. Puis écoute, une chose aussi, je voulais dire, de part et d'autre, quand tu engages en embauche ou quand t'es la personne qui est embauchée, engagée, dites la vérité. Jouez pas de game. Dites pas des choses juste pour faire plaisir, puis bien paraître, puis vous assurer d'avoir la personne de pouvoir l'engager ou vous assurer d'être engagé. Ça vaut pas la peine. Ouais, ça va éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Ah, écoute, j'ai trop d'histoires. J'ai une anecdote drôle, là, pour vrai. Là. Politique de la maison, pas de name drop. On garde tout le temps ça anonyme. Mais un contact à moi qui est dans les ventes aussi, là, qui est dans un poste de direction au niveau des ventes. Faisait une embauche là, quelques années. Je cherchais un représentant. Là, c'était pas rien de compliqué. Là. Je cherchais un représentant pour un territoire défini, passer des gens en embauche. Et dans le CV d'une des personnes, en fait, je pense que tout le monde écrit ça dans son CV, mais peut-être des fois sans penser qu'ils vont se faire mettre au défi sur ce point-là, mais le bilinguisme. Ouais. Donc, la personne avait dit dans son CV qu'elle était bilingue, qu'elle était très confortable dans les deux langues, au niveau parler et écrit. Comme j'ai l'impression que 90% des gens font. Ils l'écrivent parce qu'ils se disent « Ah, tout le monde écrit ça, je vais l'écrire moi aussi ». Mais ça se peut qu'en entrevue, tu te fasses challenger sur ça. Et donc, je me suis toujours fait challenger sur ça. Ah, pour vrai? Bon, écoute, mais en tout cas... So tell me, Marc-Antoine, how's your English? Voilà, mais tu vois, donc, mon ami, la personne qui est dans la direction des ventes, a la personne devant lui et il lui demande, fait qu'on on va juste voir ton anglais, ça se situe comment? Et la personne dit, ouais, comment tu veux qu'on fasse ça? Fait que et lui de répondre, ben écoute, parle-moi de tes dernières vacances en anglais, puis ça va nous donner une bonne idée. Et je te jure, voici ce qui a été dit. Ok, j'ouvre les guillemets. Last year vacation, Punta Cana. The Dream. The Dream. The Dream. Fermez les guillemets. Ça a été comme ça qu'il a expliqué ses vacances en anglais pour prouver à quel point il maîtrisait la langue de Shakespeare, mais sur le bout des doigts, là. C'était un fin linguiste, là. Y a-tu un job? J'ai pas besoin de te dire qu'il a pas été rappelé. Puis même s'il avait écrit un courriel en anglais tout croche pour se plaindre de pas avoir été pris comme toi, il aurait pas été engagé non plus. Oh, wow. Ça, c'est débile. Oh, wow. En même temps, on va se le dire, là. Comme ils disent, mes chums, les conspirationnistes, t'es au Québec, c'est? Ouais. Mais au Québec, faut que tu parles dans 2 langues en général, tu sais. Je veux dire, je comprends pas, on est en 2021, si tu parles pas 2 langues, là, comme anglais, français, en étant au Québec, comme,
attelle-toi, là, comme apprends l'anglais. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je prends une note. Ça va être un des sujets à un moment donné qu'on va discuter. Le bilinguisme, l'importance de ça dans le monde des affaires. Hein. Il y en a long à dire là-dessus. Hein. Ben, certain. C'est comme... c'est sûr, si t'es l'employé, si tu travailles dans le fond de la shop au shipping puis que tu parles pas avec personne, c'est moins grave, mais si t'es devant du monde, de la minute que tu parles avec des clients ou avec des fournisseurs ou whatever quoi, je veux dire, t'as pas le choix, je pense, de parler en anglais. Puis même si t'es dans le shop, apprendre une deuxième langue, je veux dire, c'est pas un luxe, là. Ouais, non, Parce que absolument. mec, t'ailles à Punta Cana dans tes vacances de Dream, ben les serveurs ils parlent en espagnol puis en anglais, fait que Ah, écoute, c'est un bijou, c'est un morceau. c'est sûr que Pina Colada dans tous les langues, ça marche. Ça marche. Rum and Coke aussi, d'après moi, tu peux t'en tirer pas mal partout. Hein. Comme Elvis Gratton. Ouais, exact. Ouais. Mais écoute, cette histoire, c'est ça. C'était un bijou, puis ça nous avait été conté dans une soirée bien arrosée. Je me rappelle de l'avoir beaucoup ri. Ouais, c'est quand même pas pire, ça. Ouais. Mais c'est les choses, tu sais, c'est quoi ne pas faire, c'est ça. Si t'es pas bilingue, pis tu sais, prends pas le risque de te faire un peu ridiculiser. Comme ça. Puis en fait, ce que je sais pas dans l'histoire, le morceau qui me manque de cette histoire-là, c'est est-ce que la personne qui était passée en entrevue s'est rendu compte que ça s'était vraiment pas bien passé, puis qu'elle venait de se faire ridiculiser, là. Ça, c'est le morceau qui me manque. Mais ça c'est drôle que tu dises ça, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mettons les entrevues que ça m'est arrivé souvent des entrevues que en sortant de là, je suis comme pas un bon feeling, mais ça on dirait que ça n'a pas si bien été. Ouais. Puis finalement, il me rappelait. Puis j'étais sûr que je l'avais genre vraiment, tu sais, comme nailed it, là, que j'étais on point. Il me rappelait pas. J'ai eu ce feeling. En fait, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça a dû arriver à pas mal tout le monde. Je suis pas mal certain de ça. OK. Ouais. Avoir l'impression d'avoir tout cassé, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça revient à, tu sais, on recale, puis tout ce qu'on dit depuis le début. Tu sais, si ça dépend des critères. Si les critères sont sur papier, puis que c'est un checklist, ben ça se peut que tu répondes pas nécessairement à tous ces critères-là. Mais si les paramètres d'embauche sont un petit peu plus... Oui, il y a un checklist, mais en même temps, il y a une question aussi de compatibilité, puis de feeling, puis d'attitude avec, mettons, le directeur des ventes qui est là, exemple, si tu te fais engager en vente, pas juste la personne des ressources humaines, ben c'est différent aussi. L'entrevue d'embauche va être différente, puis les résultats vont être différents. Fait que c'est dur. Ce serait le fun si tout le monde savait avant de rentrer dans une entrevue ou avant d'envoyer son CV, c'était quoi exactement les critères d'embauche, puis comment sur quelle base l'entreprise s'appuie pour engager quelqu'un. Ben c'est parce qu'il y a aussi les descriptions de tâches que des fois tu regardes ça puis t'es comme Colin, tu veux quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans telle affaire, tu sais, ta description a fait 1 kilomètre de long avec plein de tâches. J'en ai vu un moment donné, j'en revenais pas, je me rappelle plus c'était quoi, c'était en marketing, en tout cas, c'était dans un groupe, puis tu sais, quelqu'un l'avait publié, puis là, vous pensez quoi de ça? Man, sérieux, la description, no joke, il y avait à peu près 25 points dans la description de tâches, puis genre ultra précis, là. Puis à la fin, toute autre tâche connexe. Ouais, sérieux. Tu réduis considérablement le bassin, je sais pas si c'est ça le mot qu'il faut utiliser, mais de personnes qui se qualifient pour ton offre d'emploi. Là. Ouais, mais c'est ben trop... en tout cas, moi, tu sais, faut que ta description de tâche, oui, elle soit claire, là, mais tu sais, c'était comme exagéré. Surtout que c'était comme un poste de... Tu sais, c'était pas un poste de direction, là, tu sais, c'était un poste, genre, mettons, de coordonnatrice, tu sais, un poste, mettons, d'entrée de gamme, là, ouais. Junior ou quelque chose, là. Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment fou, la patente. Puis tu sais, tu te doutes bien qu'un poste junior, tu sais, ça gagne pas 150 000 par année, tu sais, c'était probablement un job à 40-45 000, mais avec une description de tâche pas possible, que t'es comme, tu sais, tu veux payer des peanuts, genre, mais pour une affaire que tu sais, ça prend un niveau un peu plus haut, mettons, qui vaut plus que ça, tu sais. Il y a ça qui... Ah, ça, écoute, aussi, c'est un autre sujet. C'est ceux qui veulent essayer d'avoir la perle rare à tout prix, mais au meilleur prix possible, là, comme un bargain. Maintenant, là, ça se paye, là, aussi. L'excellence, la compétence, ça se paye dans la vie. Exact. Non, mais c'est clair. Peut-être que cette entreprise-là, elle n'a toujours pas trouvé son employé. Ça fait combien d'années de ça? Ah, ça doit faire 6 mois. Ah, écoute, peut-être qu'ils cherchent toujours. Peut-être. Non, je sais pas. Mais ouais, non, j'en vois souvent passer des trucs de même. Ou j'en avais vu un moment donné, j'avais trouvé ça drôle. Je pense que
je me rappelle plus quelle compagnie, mais c'était une compagnie un voyagiste, là. Ouais. Puis il cherchait il cherchait un directeur marketing avec, je pense que c'était comme 12 ans d'expérience, avec au moins 5 ans d'expérience dans le domaine des voyagistes. Okay. Déjà là, tu viens de clearer tout le monde. Là, comme clairement, tu veux comme l'employé de la compagnie compétitrice. Ouais, c'est ça, le senior de l'autre bord. Là. Ou souvent, des fois, ils annoncent des jobs de même aussi, puis la promotion s'est faite à l'interne, puis c'est juste parce qu'ils sont obligés de l'afficher, mais ils savent déjà qui vont engager. Là. Ça, c'est déjà vu aussi. Ouais. Bref. Quel beau sujet. Déjà 1h08. Déjà on parle d'embauche, puis de CV. T'as même pas certain de faire 45 minutes aujourd'hui. Tu veux? Non. C'est ça. Je sais toujours pas s'il faut que j'engage ou bien. Mais là, ça écoute, tu te feras une deuxième séance de thérapie, je pense que ça me prend plus. Faudrait peut-être que tu te fasses un podcast avec un psychologue pour celle-là. Ouais, c'est ça. Je vais en parler. Je prends un rendez-vous avec mon mentor, là, d'ailleurs, là, qui me brainwash un peu. Là. Ça me fait toujours du bien quand j'y jase avec. Bonjour, Denis. Abrasser un peu. Ah, good. Fait que 1h10, on va clore là-dessus ce merveilleux podcast du 9e épisode. Je sais pas, Tristan, là, la dernière fois, je t'ai pris de court en te demandant si t'avais un mot de la fin. Je sais pas si aujourd'hui, si t'en as un. Ton martini, était-tu bon? C'est moi qui choisis le mot de la fin. Ah, vas-y. Chaudron. Chaudron. Non, Chaudron, ça, c'est quoi? C'est l'employé que t'as non, c'était juste un mot. C'est une blague. C'est une mauvaise blague. Okay. Non, mais écoute, mot de la fin. Sujet vraiment intéressant. Je pense qu'on aurait pu faire, pour vrai, une autre heure là-dessus. Puis j'ai pris plein de notes sur d'autres choses qu'on va jaser, mais tu sais, justement par rapport aux compétences, par rapport aux critères d'embauche qu'on peut étirer dans d'autres podcasts. Mais ce que j'ai le goût de te dire en terminant, c'est pour revenir à ton sujet, à toi, on n'a pas réglé ton problème. Mais tu sais, comme je disais tantôt, il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise réponse dans ce que tu cherches. Puis il n'y a pas de bon ou de mauvais employé. Il n'y a pas d'employé parfait. Fait que je pense que si tout le monde part sur cette base-là, qu'il n'y a pas d'employé parfait, puis il n'y a pas d'employeur parfait non plus, ben c'est plus facile dans ce temps-là pour se choisir un emploi ou pour se choisir un employé. Ouais, puis comme on a déjà dit aussi dans un autre épisode, tu peux pas t'attendre quand tu engages un employé qui te donne 120% comme si c'était sa compagnie. Là. Fait que, y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Là. Es-tu prêt à engager quelqu'un, dans le fond, qui va te donner ce qu'il peut, mettons, mais que tu sais, ça sera pas, tu peux pas y exiger qu'il soit autant impliqué que s'il est actionnaire dans ta compagnie. Exact. Fait que non, c'est ça. En acceptant qu'il y a rien de parfait, je pense qu'on met toujours les chances de son côté. En tout cas, plus de chances de son côté. Good. Parfait, ça. Belle fermeture. Ouais, finalement, je pense, célébration, champagne, chocolat, fontaine de confetti. Écoute, quand ça va être permis, là, bien sûr, mais faut célébrer ça. On a réussi à faire une belle fermeture. Yes. Bon, ben cool. Fait que là-dessus, bonne soirée, puis on se reparle la semaine prochaine. Mardi prochain. Merci, Marc. Yes. Salut.